Audacieux, brave, visionnaire, mais aussi souvent tourmenté. Ce sont les mots qui définissent les entrepreneurs de nos jours. Certains disent même qu'il faut un brin de folie pour s'engager dans l'aventure entrepreneuriale. Mais en même temps, comment satisfaire les 10 millions d'Africains qui rentrent chaque année dans le marché du travail? En Afrique subsaharienne, les statistiques montrent que la majorité des 18 à 35 ans sont aujourd'hui enclins à commencer leurs propres affaires. Quelles sont leurs forces, leurs faiblesses, leurs difficultés et leurs avantages? Nos deux invités aujourd'hui nous révèlent tous sur leur expérience entrepreneuriale dans Idées, votre émission où nous menons des débats de fond sous la bonne forme. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, alhamdoulilah. Alors là, on a Monsieur Souleymane Agne. Comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Monsieur Souleymane, vous êtes entrepreneur, vous avez une compagnie qui s'appelle Fraizen, dans la production de fraises, donc en plein cœur de l'agriculture. Souvent, les gens disent que l'agriculture, c'est un peu le futur de l'Afrique. C'est un point très important dans notre économie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la création de votre entreprise Fraizen? Déjà, merci pour l'invitation. Comme vous le dites, en fait, tu le dis, on va se tutoyer. Mon nom, c'est Souleymane Agne. Je suis agronome de formation et cofondateur de la start-up Fraizen, qui est une start-up qui évolue dans la production et la commercialisation de la fraise au Sénégal et en Afrique, un peu partout, on peut dire. D'accord. Ok. On va revenir un peu sur le processus de création de votre entreprise. C'est quelque chose de très passionnant. Et Fatih Gay, comment ça va, Fatih? Ça va très bien, je te remercie. Alors Fatih, vous êtes une d'elle aussi, comme on le dit. Oui. C'est-à-dire que vous n'avez pas vécu forcément votre vie au Sénégal, mais vous êtes venu vous implanter et créer votre propre restaurant, qui est le Golden Coffee, avec votre mari. Comment ça se passe? Alors voilà, oui, c'est exact. Mon mari et moi, on est venus ici au Sénégal, donc là, ça va faire à peu près 2 ans qu'on est installé ici au Sénégal, qu'on est venu avec nos enfants. On essaie en fait de profiter du développement économique ici au Sénégal. Et du coup, on essaie de saisir l'opportunité à travers notre restaurant qui s'appelle le Golden Coffee, qui est situé au Dakar Plateau, donc une zone assez intéressante en termes d'investissement. Et voilà, on se bat encore aujourd'hui, on se bat pour demain et pour perdurer ici au Sénégal. Et oui, c'est ça, c'est une bataille. Et justement, aujourd'hui, on est là pour parler de cette bataille des jeunes entrepreneurs. Tout à l'heure, je disais que la majorité des jeunes entre 18 et 35 ans, ici en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest et subsaharienne, sont enclins à créer leurs propres affaires. C'est-à-dire qu'être salarié, travailler dans l'entreprise de quelqu'un, c'est de moins en moins disons, comme on dit, c'est de moins en moins ce que les jeunes font. Quand on voit cette vague de jeunes qui entreprennent, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces nouvelles générations qui décident d'entreprendre et tout? Est-ce que ça vous parle? Moi, oui, personnellement, en fait. Déjà, quand on parlait de vague, je dirais en fait qu'il y a 2 points ou 2 choses à préciser. En fait, pourquoi on parle de vague? Parce qu'il y a des jeunes déjà qui se lancent dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ont compris. Ils ont compris que c'est la solution, ils ont compris que c'est la voie. Et certains se disent, OK, si c'est la voie et que j'ai l'expertise, pourquoi pas mettre en œuvre mes connaissances et développer quelque chose. Par contre, il y en a d'autres qui se lancent parce que tout simplement, ils ont entendu parler que Jean a réussi, Paul a réussi, pourquoi pas moi. Donc du coup, ils se lancent sans pourtant connaître les réalités. Et du coup, si on a ces 2 types de personnes qui se lancent, on peut juste avoir cette vague dont vous parlez. Donc pour moi, je pense que c'est l'une des raisons, ou les raisons qui poussent aujourd'hui à voir tous ces jeunes s'orienter dans l'entrepreneuriat, des jeunes qui comprennent que c'est la solution, ils ont l'expertise, ils le mettent en œuvre, et d'autres qui suivent juste la vague sans pourtant trop s'y connaître. C'est important de faire cette différence et de parler justement des réalités de l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, on va aller en profondeur. Vous allez tout nous révéler sur quelles sont vraiment les réalités de l'entrepreneuriat. Mais Fatih, pourquoi est-ce que l'entrepreneuriat est la solution aujourd'hui? Après, moi, je pense qu'aujourd'hui, surtout en tant que Déloussi, c'est que voilà, nous, dans les années 70, nos parents, ils sont arrivés dans les pays européens, ils ont essayé donc économiquement s'en sortir, pouvoir subvenir aux besoins de leur famille ici, rester ici au Sénégal et subvenir surtout aux besoins des familles de nous leurs enfants là-bas en Europe. Donc je pense que c'est hyper important surtout pour nous, dans la mesure où voilà, on a vu nos parents comme étant des héros un petit peu.
Moi, mon père, je le vois comme un héros. Le fait qu'il ait vécu là-bas, qu'il ait réussi là-bas, qu'il continue encore aujourd'hui à subvenir aux besoins de sa famille ici, rester au Sénégal. Donc c'est comme un petit peu un devoir pour nous, donc d'essayer de revenir ici et d'essayer de concrétiser et de suivre un petit peu, suivre leurs traces à travers nos entreprises et autres. Après, il y a une chose, c'est que voilà aussi, il y a la mondialisation, il y a les réseaux sociaux, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une passion peut très bien devenir une entreprise de demain. Donc c'est de plus en plus facile, un petit peu, on va dire, pour quiconque, pour une personne lambda, aujourd'hui de créer son entreprise avec juste de la motivation, de la bonne volonté et voilà, un bon parcours qui va suivre par la suite. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a la possibilité d'essayer en tout cas. Ouais, d'essayer. Ouais. C'est important. On parle souvent de motivation, de travail acharné et tout, et que tout le monde peut y arriver. Ça, c'est un peu ce qu'on dit en général de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Mais il y a aussi les réalités, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur Agne, c'est-à-dire la face cachée de l'entrepreneuriat. C'est aussi beaucoup de stress, faut le dire. Il y a des difficultés, etc. Et ça peut amener aussi une situation mentale ou bien un état mental pas toujours des meilleurs chez les jeunes entrepreneurs qui ont les stress de fin de mois, qui savent pas, ok, où est-ce qu'on va aller chercher maintenant les revenus, pourquoi ça marche pas, ça prend du temps à s'implanter et tout. Comment est-ce qu'on gère ça? Comment est-ce qu'on gère cette situation de détresse un peu psychologique? Ça me fait souvent rire, en fait. Pourquoi? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour moi, en fait, l'entrepreneuriat, c'est une succession de stress, de challenges et de pression. Un entrepreneur qui n'aime pas le stress, ni le challenge, ni la pression, est un entrepreneur souvent qui n'aime pas ce qu'il fait. Ce qu'il faut comprendre, en fait, le stress n'est pas des points négatifs. Pour moi, c'est un point positif pour un entrepreneur. Je m'explique. Par exemple, en fait, si vous prenez le stress, quand une personne en fait le stress, déjà, le stress en tant que tel, il y a différentes phases. Il y a ce qu'on appelle en fait une phase de choc, une phase de résistance et une phase d'épuisement. Quand, par exemple, une personne est stressée, en ce moment de phase de choc, en fait, il y a, au niveau de votre organisme, il y a, en fait, vous avez votre rythme cardiaque qui s'emballe. Vous avez, en fait, le taux de sucre de votre sang et aussi le tonus de votre muscle qui s'effondre. Aussitôt, votre cerveau, en fait, va réagir. Et en réagissant, en fait, il y a ce qu'on appelle l'hypothalamus qui est dans votre organisme, qui va directement agir sur ce qu'on appelle, en fait, la glande médullo-surrénale. Et du coup, en fait, ça fournit de l'adrénaline. Des fois, le mot, ça m'échappe. L'adrénaline. Donc, si ça arrive, ça produit en fait de l'énergie. Et quand ça produit de l'énergie, en ce moment-ci précis, votre rythme cardiaque va augmenter. Et du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que votre muscle et vos tissus vont tout simplement en fait se stabiliser. Et de l'autre côté, ça augmente, ça libère en fait votre taux de sucre. Et du coup, ce qui va se passer en ce moment si précis, votre réflexion et votre mémoire vont s'améliorer. C'est-à-dire en ce moment si précis, si vous êtes stressé, il y a un moment précis où votre réflexion, votre mémoire s'améliore. Et du coup, si vous êtes passionné par ce que vous faites, vous êtes là en fait à essayer de trouver des solutions. Et si ça se coïncide au moment où votre réflexion, votre mémoire s'améliore, facilement vous trouvez la solution. Et le problème, c'est qu'il y a des entrepreneurs ou bien des personnes, en fait, quand ils font ce qu'ils n'aiment pas, du coup, ils refoulent cette possibilité, en fait, de chercher des solutions. Ou ce moment, ils ne bénéficient pas de ce moment, en fait, d'amélioration de la réflexion. Et du coup, ces personnes, quand ça persiste, ils vont s'épuiser. Ce sont souvent les personnes en fait qui disent « j'en ai marre du travail, j'en ai marre du stress », donc ils refoulent. Et quand vous refoulez, ce qui va se passer, c'est que vous allez épuiser. Et si vous cherchez bien, les entrepreneurs qui réussissent à trouver les solutions les plus innovantes, les solutions les plus ingénieuses, les plus extraordinaires, ils le trouvent au moment difficile de leur parcours. Ils le trouvent en fait au moment du stress. C'est pourquoi je dis souvent, le stress, ce n'est pas en fait quelque chose de négatif pour un entrepreneur, c'est quelque chose de positif. Il faudra juste être passionné par ce qu'on fait et du coup, ça vous permettra à ce moment de stress, de développer des idées ou des solutions qui vont même aller au-delà de votre imagination. Eh ben, on a une explication très scientifique et très détaillée. On vous remercie pour ça, Monsieur Agne, du mécanisme et de ce qui se passe dans le corps et dans l'esprit par rapport à ça. Pour vous, Madame Fatigué, est-ce que le stress peut être positif? Le stress que vous vivez au quotidien en tant qu'entrepreneur, est-ce que c'est positif? Après, je pense aussi, il a eu une très très belle explication scientifique. Je pense que le stress peut avoir des finalités positives sur chaque individu.
Maintenant, le stress est parfois dur aussi à canaliser. Il faut savoir le canaliser. Et tout ça, en fait, ça relève de l'intelligence émotionnelle. Et il faut avoir une intelligence émotionnelle assez intense, surtout quand on ne vient pas du pays, quand on n'est pas natif d'ici. Et ça permet, je suis vraiment d'accord avec vous, de rebondir et de prendre les bonnes décisions. Voilà. Nous, on a été confrontés, par exemple, mon mari et moi, là, à la crise du corona, comme tout le monde un petit peu. Et voilà, on est restés pendant à peu près 3 mois fermés au niveau du restaurant. Mais je vous assure, la personne qui ne sort pas changer après du corona, c'est qu'elle n'a pas compris, je pense. Exactement. Et voilà, je pense qu'on a pris de très bonnes décisions avec ce stress et cette crise-là. Et je pense que ça sera que meilleur par la suite. Et j'espère pour beaucoup d'entrepreneurs. Bah oui, c'est vrai que les entrepreneurs, justement, sont plus touchés. Tout le monde a été touché par la crise et est encore touché, mais les entrepreneurs encore plus, il faut le dire, surtout dans le milieu de la restauration. Comme vous, on y reviendra tout à l'heure. Monsieur Agne, Fraizen, la compagnie de production de fraises, est-ce que vous pouvez nous expliquer de manière détaillée le parcours? Comment est-ce que vous êtes venu à créer cette compagnie et aussi à rencontrer votre cofondateur? Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si on mettait un peu à expliquer le parcours de Fraizen, ça va prendre toute l'émission. Ce qu'il faut savoir, c'est que personnellement, j'étais déjà un étudiant en droit avant d'être agriculteur. Donc, du coup, j'ai fait juste 2 ans en droit. Après, à un certain moment donné, je me suis dit, en fait, c'était pas la voie à suivre. Pourquoi me lancer, en fait, dans les amphithéâtres? Qu'est-ce que j'apporte de plus? C'est là que j'ai découvert l'histoire de mon grand-père qui, lors de la Deuxième Guerre mondiale, en fait, cultivait plus de 300 000 hectares et le partage avec les troupes françaises de l'époque. Et il a reçu pas mal des médailles du général de Gaulle. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire la même chose? Donc c'est là que j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat et abandonner mes études en droit. On me prenait pour un fou. Donc bon, je me suis lancé, j'ai réussi le concours d'entrée en horticulture. Et de là, je pensais tout seul à l'entrepreneuriat parce que je me disais que c'était la solution. Donc j'ai créé pas mal de startups avant d'arriver à Fraizen. Et pourquoi j'ai lancé en fait Fraizen? Parce qu'à un certain moment donné, je me suis rendu compte que la plupart des agriculteurs en fait faisaient focus sur les mêmes cultures. Orange, patates, oignons, pommes de terre. Et je me suis dit pourquoi pas faire des cultures rares comme la fraise, comme la framboise, comme la pomme. Donc du coup, le mot qui revenait souvent que c'était pas possible au Sénégal. Donc c'était des idées reçues. Donc on a fait des tests sur la fraise qui a marché. Et quand on a réussi ça, à un certain moment donné, en fait, en 2016, on a décidé d'en faire carrément un business. Et là, du coup, quand ça a marché, rapidement, les gens souhaitaient faire la même chose. On est au Sénégal. Quand quelque chose marche, tout le monde fait la même chose. Donc, du coup, en fait, il y a des gens qui souhaitaient se lancer dans la même culture. Et d'autre part, on avait aussi des commandes qu'on n'arrive pas à satisfaire. Donc, on a eu la simple idée de créer un réseau panafricain de producteurs de fraises. Donc, on s'est dit, en fait, on va créer ce réseau. D'une part, toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans la culture de la fraise, on va les faire adhérer au réseau, on les accompagne dans la production. Et nous, de notre côté, on récupère la production, on les conditionne, on les emballe et on les met sur le marché africain. Donc du coup, l'idée, c'est de créer une seule marque africaine de fraises en Afrique. C'est aussi en fait d'organiser la filière fraise pour ne pas que ça soit en fait, ça se disperse ou ce qui est arrivé avec les autres cultures comme la pomme de terre avec la fraise. Et aussi cette idée de regrouper et de fédérer les agriculteurs qui était surtout important pour nous. Du coup, c'est là que j'ai commencé à rencontrer des personnes un peu partout dans le monde, comme Gabriel, comme d'autres personnes aussi qui nous ont soutenus, qui nous ont accompagnés en fait dans l'aventure. Et du coup, rapidement, ce réseau qui est devenu en fait rapidement un réseau panafricain et ça a même dépassé en fait nos, comment dirais-je, des ambitions qu'on avait ou autres. Donc du coup, on n'arrivait pas à contrôler même la situation à un certain moment donné. Présentement, on est au Cameroun, on est au Bénin et on est au Sénégal et au Ghana. Et normalement, d'ici peu de temps, on sera aussi dans 10 pays africains, on peut le dire. Donc de façon résumée, si je peux le dire, c'est ça Fraizen. Et aussi, on a réussi carrément en fait, à aller au-delà rapidement avec la situation de la pandémie. Donc si pour certains, ça a été négatif, pour nous, ça a été un moment positif aussi. Pourquoi je dis ça? Parce que bon, arrivé à un certain moment donné, en fait, on n'arrivait pas à vendre entre le 3 mars et le 15 mars. On avait des difficultés pour commercialiser nos produits. Et du coup, en fait, c'est ça aussi l'avantage d'avoir une équipe extraordinaire qui aime aussi le stress, comme je viens de le dire tantôt. Du coup, on s'est dit pourquoi pas essayer de profiter de cette situation et transformer nos produits.
Parce qu'auparavant, en fait, on ne voulait pas transformer les produits parce qu'on ne voyait pas la nécessité de les transformer parce qu'on commercialisait directement les produits. Donc, on a commencé à transformer en confiture, en sirop, etc. Et du coup, on était étonné même de voir que les clients préféraient même ces produits dérivés qu'au barquet de fraises fraîches. Du coup, on arrivait à récupérer d'autres clients et aussi à commercialiser beaucoup plus rapidement et doubler même nos ventes. Et du coup, en fait, on a appris à travers ce coronavirus qu'il fallait faire focus sur ces produits dérivés qui étaient aussi importants que les fraises fraîches. D'accord. Est-ce que vous avez toujours eu cette vision panafricaine dès le début ou c'est quelque chose qui est venu à vous avec le succès? Déjà, félicitations hein, pour ce succès parce qu'être dans plusieurs pays africains, c'est quelque chose. Mais la vision panafricaine, elle vient d'où? La vision panafricaine, elle vient en fait, je peux dire, depuis que j'ai démarré mes activités. Parce qu'en fait, j'ai tout de suite compris. Mon ambition, ce n'est pas juste de régler les problèmes de l'agriculture sénégalaise. C'est l'agriculture africaine de façon générale. C'est ça, en fait, ça a toujours été mon ambition. Parce qu'en fait, dans mes rêves, je me disais qu'il fallait qu'on essaye d'unir l'Afrique. Et moi, je sais personnellement que je ne vais jamais arriver à unir l'Afrique. Je ne suis pas un président, mais je peux le faire autrement. En faisant quoi? En essayant d'unir les agriculteurs africains. Et donc, du coup, j'ai tout de suite eu cette idée de réunir en fait les agriculteurs africains en créant un réseau panafricain. Donc ça a été toujours quelque chose qui était dans ma tête, mais je ne savais pas comment le mettre en œuvre. Donc du coup, dès que j'ai eu cette opportunité de créer un réseau panafricain avec la culture de l'Afrique, je l'ai saisi. Donc ça a été toujours dans ma tête depuis que j'ai démarré mes activités. Et là, du coup, en fait, je peux dire que c'est une fierté sénégalaise de voir déjà un réseau, le premier réseau panafricain de producteurs de fraises ici au Sénégal, il prend ses chaises ici au Sénégal, et de voir aussi que les autres Africains saluent l'initiative et voilà quoi, ils adhèrent à notre cause. C'est un parcours passionnant, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, on y reviendra sûrement un peu plus tard dans l'émission. Fatih, vous, votre cas, c'est le cas d'une Dalousie, comme on le disait au début. Une Dalousie, pour ceux qui ne savent pas, c'est une personne qui n'a pas vécu forcément sa vie en Afrique, au Sénégal, et qui est revenue s'implanter pour travailler, pour créer son entreprise comme vous. La question qui me vient déjà de base, c'est pour l'histoire. Qu'est-ce qui vous a poussé, dans un premier temps, à revenir au Sénégal? D'accord. Dans un premier temps, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup étudié de base quand j'étais en France. Donc, j'ai étudié, voilà, j'étais en droit. Ensuite, je me suis plus spécialisée dans tout ce qui était commerce international et autres. Voilà. Après, voilà, la vie, elle a fait que voilà, j'ai occupé différents postes sur Paris, un petit peu partout en France. J'ai été aussi en Europe pour occuper divers postes là-bas. Mais ça m'a jamais vraiment passionnée et ça a jamais rejoint un petit peu ce que j'avais appris à l'école, les études pour lesquelles je m'étais consacrée et autres. Du coup, ça m'a causé un petit peu une sorte de frustration, un petit peu personnelle de ce côté-là. Et voilà, dans ma tête, c'était voilà, il fallait que voilà, j'arrive à réussir à créer ma propre société, notre propre société et à travailler pour nous-mêmes. Donc voilà, on a beaucoup travaillé en France parce que pour revenir aussi ici au Sénégal, dans le pays, voilà, c'est pas si facile que ça. Il faut beaucoup d'économies. Donc nous, on a beaucoup travaillé en France, mon mari et moi, et pour pouvoir ainsi revenir avec nos enfants et voilà, qui puissent voilà, avoir un certain confort ici aussi au Sénégal. Et ça aussi, c'est très très difficile puisque les enfants aussi, c'était très très difficile pour eux. L'adaptation. L'adaptation, effectivement, c'était très très difficile encore aujourd'hui. Hein. Mais bon, après, voilà, c'est pour eux qu'on le fait aussi. Et voilà, de manière générale. Donc du coup, avec mon mari, on a décidé de revenir ici. On a travaillé sur un projet qui tournait autour du café. On a vu un petit peu ce qui pouvait marcher ici au Sénégal. Donc voilà, le café, nous, ça nous plaisait. Mon mari, il est barista en même temps. C'est-à-dire qu'il est vraiment spécialisé dans le café, au niveau des grammages du café. Voilà, lui, c'est sa spécialité. Donc on est arrivé ici avec ce projet, on l'a mis en place. On a choisi une zone stratégique, mais en même temps assez délicate, parce que le centre-ville, c'est une zone où vous allez rarement trouver des Sénégalais, si je puis dire, des Sénégalais noirs implantés là-bas avec des gros commerces. Donc on fait partie un petit peu des seuls Sénégalais
sénégalais à avoir un assez gros commerce dans cette zone-là. Alors pourquoi ce choix, j'ai envie de dire? Ben nous, voilà, notre cible à la base, c'est vraiment les entreprises. Voilà, nous on voulait vraiment toucher le cœur du Sénégal, le cœur de Dakar. Le cœur de Dakar, c'est la ville. Dans tout pays, ce qui fait bouger le pays, c'est le centre-ville. Vous allez en France, vous allez à Paris, vous avez la Défense, les quartiers d'affaires. Nous, on voulait toucher à ce genre de zone. Et c'était notre cible. Par rapport au café, etc. Donc, en fonction de l'étude de marché qu'on a réalisée, donc c'était cette zone qu'il fallait qu'on touche. Et c'est pour ça que c'est une zone qui est très très difficile dans laquelle il est très très difficile de s'adapter. Et il faut être très 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 patient. Il faut être très très patient. Et voilà, nous, notre complémentarité aussi avec mon mari et moi a fait qu'on arrive très bien aussi à s'adapter et à rebondir quand on fait face à des échecs. Je pense que c'est très très important pour tout entrepreneur de savoir s'adapter. Vous avez parlé justement de l'adaptation. On parle beaucoup de ça pour les enfants, mais pour vous, en tant que d'elle aussi, c'était quoi les plus grandes difficultés que vous avez eues? Est-ce qu'il y a eu un choc culturel? Parce qu'il faut le dire. Est-ce que socialement, vous avez dû apprendre un peu comment ça fonctionne au Sénégal pour pouvoir parce que vous êtes dans un domaine où il faut aller vers les gens, il faut socialement, il faut être très social, il faut savoir accueillir les gens. Comment ça s'est passé? Complètement. Au niveau social, moi, je suis quelqu'un d'assez sociable, c'est-à-dire que j'arrive assez à aller vers les gens. J'ai toujours, quand je venais en vacances, j'ai toujours voulu apprendre le Wolof. C'est-à-dire que moi, c'est pas quelque chose voilà, j'ai toujours essayé d'apprendre le Wolof. Aujourd'hui, je me débrouille pas mal. Donc voilà, je pense que c'est très 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 important pour les Déloussi. C'est très très important d'essayer, même si c'est difficile, mais au moins d'essayer d'apprendre la langue parce que c'est une grosse barrière et les conséquences, elles peuvent entraîner en fait, on peut très vite être frustré par certains comportements qu'on ne va pas forcément comprendre ou autres. C'est pour ça je pense que c'est très très important de comprendre un petit peu la langue ici au Sénégal. Moi, c'était vraiment l'aspect principal. C'est ce qui m'empêchait un petit peu de comprendre certains comportements qui sont normaux au final, mais qui pour moi étaient, je me posais un petit peu des questions, etc. Mais voilà, après c'est une adaptation qui arrive, et au final, ça va. Ok, donc la langue c'était votre barrière principale? Ouais, la langue c'était ma barrière principale. D'accord, d'accord, intéressant. Monsieur Agne, si on devait vous demander les difficultés, 2 ou 3 difficultés principales dans votre parcours entrepreneurial, ce serait quoi? Je dirais d'abord c'était de trouver la bonne équipe. Parce qu'en fait c'était important de trouver la bonne équipe. J'ai presque passé 7 ans à 8 ans à trouver la bonne équipe. Donc ça c'est important. Il faut choisir les bonnes personnes, surtout dans l'agriculture où c'est assez délicat. On a besoin des personnes qui savent bien ce qu'ils font, qui sont passionnés, qui aiment ce qu'ils font. Donc il y a vraiment des critères en fait pour sélectionner la bonne équipe. Et l'autre, je dirais en fait que c'est aussi ces difficultés de trouver des fonds. J'attendais que l'un de vous parle d'argent. Oui. C'est difficile de trouver des fonds, mais à mon niveau, j'avoue que c'est plutôt moi qui n'étais pas totalement ouvert à rechercher des fonds. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est personnel. Je voulais surtout en fait m'assurer de maîtriser ce que je fais. Donc je ne voulais pas tout de suite aller vers les banques, aller vers les structures de financement sans pourtant avoir une maîtrise de ce que je fais. Mais je sais que dès le départ, ce qui nous a un peu empêché d'exploser, c'est que nous n'avons pas les ressources qu'il faut. Ça, c'est l'une des deuxièmes choses. Troisième chose, je dirais, c'était plutôt en fait le fait aussi de pouvoir maîtriser le marché. Parce qu'en fait, quand on est dans un secteur ou bien dans une filière comme la fraise, qui est souvent une filière ou bien un produit qui était étiqueté à appartenir aux Européens, c'est un peu difficile de le faire domestiquer dans ces pays et de faire comprendre que
c'est accessible aussi aux Sénégalais. Parce que dès qu'on parle de fraises, d'habitude, les Sénégalais pensent que c'est cher, ça coûte excessivement cher, c'est accessible qu'aux personnes nanties ou qui ont de l'argent. Donc il fallait en fait aussi jouer ce rôle de montrer à tout le monde que ce produit est accessible à tout le monde. Et je pense que c'était les différentes difficultés que nous avons eues, sans compter les autres, que nous avons aussi réussi à régler. Ça reste encore le problème financier. Ouais. Donc là, en fait, je pense que nous allons essayer de nous rapprocher maintenant des structures financières pour pouvoir aller en échelle. D'accord. Et vous, Fatih, financièrement parlant, vous avez parlé du fait qu'il fallait être préparé. Hein. Donc, vous avez travaillé dur d'abord en amont, j'imagine, en France, j'imagine pour pouvoir venir avec une certaine base. Certaine base, ouais. C'est ça. Mais au-delà de ça, financièrement, est-ce qu'il y a des difficultés financières, une adaptation aussi financière qu'il a fallu mettre en place? Ouais, il y a des grosses difficultés financières. C'est-à-dire qu'en fait, nous, quand on arrive, on a des exigences qui sont le niveau, il est peut-être, bon, je ne sais pas si c'est correct de le dire, mais notre niveau de vie, il n'est pas... Bon, vos réalités ne sont pas forcément les mêmes. Exactement. C'est-à-dire que voilà, les enfants, il faut pas trop les déstabiliser. Du coup, on va essayer de les mettre dans des écoles françaises. Mais le problème, c'est quoi là, les écoles françaises, elles coûtent extrêmement cher ici au Sénégal. Voilà, c'est plein de réalités comme ça qui interviennent, qui arrivent. Et qui fait qu'au final, après, de temps en temps, on se retrouve face à des difficultés financières et sur lesquelles il faut s'adapter d'une certaine manière parce que voilà, on n'est pas chez nous, on n'est pas dans notre pays, de manière générale. Hein. C'est comme ça qu'on nous fait voir aussi les choses. Et il faut savoir rebondir sur ça. Mais sinon, les difficultés financières, elles sont réelles, je pense, pour tout entrepreneur et surtout pour tout DEL aussi. Ouais. Pour tout DEL aussi, parce que c'est vraiment pas évident. Ouais. Et voilà, nous, c'était la première année aussi au niveau du restaurant. On a eu du mal à trouver la bonne équipe. Oui. On a eu du mal à trouver la bonne équipe, ça a pris du temps. Il nous a fallu 1 an pour trouver la bonne équipe. S'entourer, comme on dit souvent, s'entourer, c'est un art. Et s'entourer dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment un art. Et c'est ce qui vous permet d'avancer. Ouais. C'est ce qui vous permet d'avancer. Trouver le bon management aussi, parce que nous, on avait un management assez paternaliste un petit peu, avec notre personnel et autres. Donc voilà, il a fallu s'adapter aussi et changer en cours de route de management et plein de questions de ce genre. Ouais. Et voilà, c'était les vraies difficultés réelles qu'on a traversées. Ok, parfait. On fait actuellement, depuis plusieurs années, je dirais même depuis la dernière décennie, beaucoup la promotion de l'entrepreneuriat. Il faut le dire. Il y a énormément de personnes qui veulent se dire entrepreneur. Disons que c'est un peu la chose cool à être, entre guillemets, dire que je suis entrepreneur. Mais si on devait vraiment parler de la réalité des choses, selon vous, Monsieur Agne, est-ce que tout le monde peut vraiment être entrepreneur? Est-ce que c'est accessible à tout le monde? En fait, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Un état d'esprit. En fait, c'est-à-dire, en fait, pour moi, pour être entrepreneur, il faudra remplir certains critères. En fait, n'est pas entrepreneur qui le veut, de façon résumée. C'est-à-dire, en fait, il y a beaucoup de choses que ça implique. C'est-à-dire, il faut être patient. Est-ce que la personne est patiente à attendre au moins 3 ans? À se dire, je vais limiter mes besoins personnels pour me concentrer sur l'entreprise, les besoins de l'entreprise. Est-ce que la personne est patiente à attendre 10 ans? Parce qu'en réalité, pour bâtir une entreprise et que ce soit stable, il faudra au moins 10 ans. Est-ce que la personne, en fait, est capable de manager, de diriger, de regrouper des personnes et les faire travailler ensemble? En fait, ça implique beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas juste en fait avoir une idée et dire que je vais les réaliser pour que ça donne des résultats. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a des personnes qui sont nées pour être entrepreneurs, qui ont en fait le leadership, tout. Donc, ce sont ces personnes qui sont prêtes. Mais il y a d'autres personnes qui ont peut-être en fait de l'expertise, la compétence, la connaissance. Ils ne sont pas là pour diriger. Ils sont là peut-être pour accompagner des personnes qui peuvent être des entrepreneurs et les accompagner à réaliser leurs objectifs. Donc, pour moi, personnellement, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Il y a des personnes qui sont vouées ou qui ont en fait pour mission d'être entrepreneurs et d'autres qui sont là pour accompagner ces entrepreneurs. Ok. Fatih, est-ce que vous pensez qu'on est né pour être entrepreneur ou est-ce que vous pensez qu'on peut cultiver certaines qualités
d'entrepreneurs à travers le temps? Bah après, moi j'ai une vision qui est un peu plus large. Parce que voilà, quand je vois un petit peu les commerçants ici au Sénégal, quand je vois les personnes qui créent leur propre marque de vêtements, les couturiers, etc., les petits corps de métier comme ça qui arrivent, pour moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs ici au Sénégal. Même si c'est des petits entrepreneurs ou autres, il y a beaucoup d'entrepreneurs ici. La dame qui vend le matin et qui vend son gertechaff devant chez elle, c'est une entrepreneur. On est d'accord. Complètement. Du coup, après, voilà, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est le fait d'être entouré. Il y a des forces en fait qui vont s'ajouter à l'entreprise, qui vont permettre de faire une synergie, d'avoir une bonne synergie et après d'avoir les résultats, les meilleurs résultats par la suite. Mais je pense que chacun d'entre nous, avec la volonté, la capacité, la motivation ou autre, a la possibilité de faire quelque chose, soit de sa passion, soit de son savoir-faire ou autre. Parce que voilà, nous, on est dans un pays où il y a différents savoir-faire qui appartiennent à nos ancêtres et autres, qui aujourd'hui sont mis au jour, en fait. Donc aujourd'hui, ça revient, tout ce qui est artistique et autres, ça revient. Donc je pense que beaucoup peuvent devenir entrepreneurs en étant bien entourés, en ayant une bonne idée, en étant bien à l'écoute des réseaux sociaux, de ce que les gens veulent ou autres, en étudiant bien son marché et en ayant surtout aussi un très très bon réseau. Parce que quand on vient ici, je pense qu'aussi le fait d'être bien entouré à travers les différentes, par exemple tout ce qui est fonctions administratives et autres, on a vraiment besoin d'être bien entouré, d'être mieux entouré, je pense, en venant investir ici au Sénégal. Ok, d'accord. Mais finalement, Monsieur Agne, est-ce que c'est juste le mot entrepreneuriat qui est récent, mais pas l'activité, comme le disait Madame Gueye, parce que vous nous avez parlé de votre grand-père, qui à son temps faisait de l'entrepreneuriat et vous l'avez tiré de lui, mais est-ce qu'il appelait ça entrepreneuriat? Pas forcément. Comme je le disais, la vendeuse de gertechaff, elle l'appelle pas ça entrepreneuriat, mais c'est une entrepreneur. Est-ce que c'est quelque chose qui est là depuis la nuit des temps, mais qu'aujourd'hui on l'appelle juste entrepreneuriat? Je peux dire oui, en fait. On peut dire oui parce que déjà, comme vous le dites, même la vendeuse de gertechaff est un entrepreneur, celui qui, je ne sais pas moi, même vend des masques dans les rues, c'est un entrepreneur. Donc en fait, maintenant, ça dépend de la dimension qu'on peut donner à l'entrepreneuriat. Parce que si c'est juste faire en fait une activité de commerce, on peut dire que tu es entrepreneur. Mais est-ce qu'en fait, la dimension qu'on peut lui donner de là à créer une entreprise, en fait, à bâtir une entreprise, à en faire carrément en fait quelque chose qui est structuré, qui existe, ça c'est autre chose, c'est une autre réalité. C'est à ce niveau-là en fait que ça se diffère. Et moi, je prends cette dimension entrepreneuriale-là. Parce que là, ça demande beaucoup de choses, ça demande beaucoup d'expertise pour stabiliser quelque chose et l'amener au-delà. Mais si on part juste sur ce type d'exemple, on peut dire au Sénégal peut-être que tout le monde est entrepreneur. Parce qu'il y a tout le monde au moins qui fait ses différentes activités de commerce pour peut-être en fait faire des activités secondaires et arrondir les fins de mois. Exactement. Ouais. Oui, c'est la dimension aussi qui peut différer. C'est très important de le dire. Fatih, on va peut-être toucher j'aimerais toucher un sujet assez particulier, mais assez commun aussi lorsqu'on est femme entrepreneur avec vous. C'est justement le balancement en fait de la vie sociale, de la vie personnelle et la vie professionnelle. Quand on est entrepreneur, vous avez le statut d'être en co-entrepreneuriat justement en couple avec votre mari, vous avez des enfants, etc. À ce niveau-là, comment est-ce qu'on gère tout ça en tant que femme? Franchement, ça a été assez compliqué pour vous dire. Pour moi, je suis arrivée, on a ouvert le restaurant, j'étais enceinte dans un premier temps. J'ai 3 enfants. Là aujourd'hui, j'ai 3 petits garçons. Du coup, j'étais enceinte et voilà, on a ouvert le restaurant, on a fait un démarrage dans ce sens-là. Après, bon, il a fallu... mon dernier, je suis restée avec lui quelques mois. Mais après, c'était très très compliqué pour nous aussi de trouver un bon mode de garde, etc. ici au Sénégal. Et le restaurant, il nous prenait énormément de temps. Du coup, on a fait un très très gros sacrifice
par rapport à ça. C'est-à-dire que là, actuellement, mon dernier, il vit avec sa grand-mère. Il est avec sa grand-mère. Bon, après, c'est un sacrifice que certains peuvent comprendre et d'autres ne peuvent pas comprendre. Moi, aujourd'hui, je me suis trouvée dans cette situation à devoir le faire pour pouvoir travailler avec mon mari. Et donc, voilà. Donc, nos 2 plus grands sont ici. En tant que femme aussi, c'est assez compliqué parce que, voilà, mon mari est le boss au niveau du restaurant. Moi, ils comprennent très, très bien que moi, je suis juste à côté de lui, mais que je ne suis pas le boss non plus. Après, il y a cette question aussi qui arrive, c'est-à-dire que c'est le fait aussi d'être une femme et de ne pas avoir aussi le même impact que mon mari, par exemple. Est-ce que vous le ressentez Ah oui, je le ressens complètement. Je le ressens complètement. Mais après, il faut savoir que je pense l'entrepreneuriat en couple, ça permet en fait d'aller beaucoup, beaucoup plus loin. Ça permet d'être beaucoup, beaucoup plus solide, ça permet d'avoir une double vision. Aussi, le fait de travailler ensemble, ça me permet à moi aussi donc, d'être un peu... Moi, je suis un peu plus rigide par rapport à mon mari. Et après aussi, c'est le fait aussi d'être un peu plus rigide qui permet de donner une place un peu plus importante à l'homme dans notre structure, en gros. Mais j'ai souvent vu, ici, en tout cas au Sénégal, la plupart des commerces dans lesquels, en fait, après, maintenant, aujourd'hui, on a des amis qui sont commerçants, on tisse des liens un petit peu, et la plupart des commerces sont tenus par un homme et une femme, des maris, mais c'est la femme, en fait, souvent, qui a le rôle dominant au sein de la structure et qui est souvent considérée comme beaucoup, beaucoup plus stricte et beaucoup plus rigide. Okay. Après, voilà. Moi, c'est le constat que j'ai fait dans notre parcours. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des sacrifices à faire à chaque niveau, d'énormes sacrifices. Maintenant, chacun décide des sacrifices qu'il est capable de faire ou pas. Parlant de sacrifices, Monsieur Agne, est-ce que je pourrais vous demander quels sont les sacrifices que vous avez eu à faire dans votre parcours entrepreneurial? Oui, déjà je peux dire, c'est par exemple le fait qu'on m'a proposé plusieurs fois des postes que j'ai refusés. Parce que lorsque j'ai démarré tout juste en fait mes activités entrepreneuriales, j'étais tout jeune, j'avais pas encore de revenus, il n'y avait rien du tout. On m'avait recruté à la fonction publique, on m'avait proposé des postes où c'était très bien payé. Je n'ose pas parler en fait de salaire parce que peut-être mes parents vont me dire « Attends, ça, j'étais pas au courant de ça ». Donc je me suis dit en fait, j'avais même eu en fait la possibilité d'avoir des bourses. J'ai eu 2 bourses, une bourse pour les États-Unis et une bourse pour la France. Wow. Donc je me suis dit en fait, si jamais j'accepte en fait ces opportunités, je ne vais jamais réaliser mes activités entrepreneuriales. Pour moi, mon objectif c'était en fait de construire et de bâtir quelque chose. Et si jamais en fait je saisis ces opportunités, à coup sûr, je ne vais jamais réaliser mon rêve. Donc c'est pourquoi j'ai pris le sacrifice de ne pas accepter ces possibilités de salaire, de ne pas accepter ces possibilités de voyage et autres, et de me concentrer sur une activité où dans ma tête, rien ne disait que ça va marcher. J'étais juste en fait animé par ma foi et par mon désir d'aller au fond pour réussir de réaliser quelque chose. Et au moins aussi par cette mission que j'avais au fond de moi qui était de perpétuer l'histoire de mon grand-père. Wow. Donc ce sont les sacrifices que j'ai eu à faire sans citer les autres sacrifices. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est difficile de dire non justement à ces choses-là qui sont tant des postes importants, là où on est salarié, mais on gagne bien sa vie, pour aller vers l'entrepreneuriat de risque. C'est quand même compliqué, non? Très compliqué, mais quand même, comme on le dit, si on fait quelque chose qu'on aime, rien n'est impossible. C'est le plus important. J'étais passionné par l'agriculture dès que je l'ai découvert, donc je me disais que c'était possible, dans ma tête c'était possible, donc c'est pourquoi je faisais le refus. En fait, il y avait aussi quelque chose d'autre, c'est que je me disais, si jamais j'abandonnais, les autres jeunes vont se dire, ok, comme il a abandonné, donc on a eu raison. Et il fallait qu'en fait, qu'il puisse avoir un exemple, quelqu'un qui puisse se sacrifier et dire en fait que c'est possible et que cette personne puisse servir d'exemple. C'est pourquoi en fait, je me suis dit que je n'ai pas le droit d'abandonner. Donc j'ai fait focus sur ça et je me suis concentré sur ça. Wow, c'est très passionnant. Fatih, vous avez choisi le domaine de la restauration.
Si vous pouvez un peu revenir sur l'historique, je sais que vous en avez parlé au début, mais pourquoi justement la restauration? Et est-ce qu'il y aurait un autre domaine où vous vous verrez peut-être entreprendre plus tard? D'accord. La restauration, en fait, c'est un choix qui a été fait entre mon mari et moi. Mon mari, en fait, il avait un restaurant déjà à Paris. Il tenait un restaurant, donc lui, c'est vraiment son domaine. Maintenant, il s'est spécialisé dans le domaine du café. Dans le domaine du café, il est devenu barista. Maintenant, le café ici au Sénégal, voilà, c'est de plus en plus couru. Les gens, ils boivent beaucoup de café et autres. Maintenant, il y a différents types de café. Il y a différents types de café et nous, on voulait habituer, on voulait faire entrer ça dans les mœurs un petit peu des Sénégalais. Donc voilà, qu'ils essaient un petit peu de découvrir d'autres cafés, c'est-à-dire les cafés froids, les cafés glacés, différents types de cafés que nous, actuellement, on propose au niveau du restaurant. Donc voilà, on a beaucoup travaillé sur déjà l'ambiance qu'on voulait créer au niveau du restaurant. Nous, tout le matériel qui figure a entièrement été conçu par des Sénégalais. Donc c'est du total made in Sénégal. Donc la conception, il n'y a rien qui a été importé pour notre restaurant. Et ça nous tenait déjà vraiment beaucoup à cœur. Voilà. Ensuite, on a monté notre équipe, on a travaillé sur les aspects clés, les aspects importants pour bien pouvoir valoriser le restaurant. Et l'idée, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, Golden Coffee, en fait, on a décidé de mettre en place ce nom au niveau du restaurant parce que voilà, Golden, c'est l'or. Le café aujourd'hui et demain est considéré comme l'or noir ici un petit peu partout dans le monde. Et nous, on veut vraiment que ça entre dans les mœurs un petit peu des Sénégalais. Les pays d'Afrique sont les principaux producteurs de café. Vous allez par exemple en Tunisie ou autre, vous avez des coffee shops à tous les 100 mètres. Et ça manquait un petit peu beaucoup au Sénégal. Et un hub un petit peu comme le nôtre manquait aussi beaucoup au Sénégal. Donc on pense avoir trouvé la bonne place. Et à partir de ça, nous, on veut vraiment dériver ce concept. C'est-à-dire qu'en fait, ça s'appelle Golden Coffee Concept Store Art. Parce que voilà, nous aussi, on voulait que ça soit un petit peu un incubateur de jeunes. C'est-à-dire qu'on voulait aussi recevoir les jeunes créateurs à l'intérieur de notre structure pour pouvoir vraiment les mettre en avant, pour pouvoir vraiment un petit peu les faire connaître à notre niveau. Donc nous, à long terme, c'est vraiment ce qu'on envisage d'intégrer et aussi de devenir une structure aussi qui permette en fait des échanges, c'est-à-dire qu'en fait on va mettre en place des soirées networking pour pouvoir mettre en fait des mises en relation assez rapides avec les entrepreneurs, les futurs entrepreneurs, les professionnels, au niveau de l'administration, voilà, au niveau un petit peu de tout ce qui permet de mettre debout, de tenir debout l'entreprise. Et donc voilà, donc nous à long terme, vraiment, c'est vraiment ce qu'on veut. On veut vraiment devenir un hub ici à Dakar, donc autour du café, le restaurant qu'on a mis en place et vraiment toutes ces activités, tous ces événements networking et mise en avant donc, des créateurs. D'accord, ok. J'aimerais qu'on revienne sur un point essentiel, Monsieur Agne, dont vous avez parlé tout à l'heure. Vous avez parlé du fait de refuser certaines opportunités pour vous mettre à 200% dans l'entrepreneuriat. Ouais. Si on part du principe que chaque entrepreneur a son parcours entrepreneurial, il y en a qui peut-être au début mixent leur entrepreneuriat avec quand même un job régulier et qui essaient de combiner les deux. Ouais. Est-ce que pour vous, pour se considérer entrepreneur, il faut carrément faire comme vous, c'est-à-dire dire non à toutes ces opportunités, au salaire et tout, et puis se mettre à 100%, ou est-ce que vous considérez que certains entrepreneurs le font étape par étape et peuvent mettre les deux ensemble? Qu'est-ce que vous en pensez? Je dirais étape par étape, ce que vous êtes en train de, ce que vous avez dit tantôt. Mais en fait, il faut comprendre quelque chose aussi. Comme je l'ai dit tantôt, un entrepreneur n'est pas forcément la personne qui est là dans l'entreprise et à piloter le projet. Pour moi, un entrepreneur est cette personne qui est capable de regrouper des génies et de les faire travailler. C'est-à-dire, en fait, vous pouvez bâtir une entreprise et ne pas forcément diriger l'entreprise.
Je donne l'exemple, par exemple, de Youssou N'Dour. Forcément, il a mis sur place des structures médiatiques et autres, mais ce n'est pas forcément lui qui pilote. Il y a des personnes qui sont là, qui pilotent en fait l'entreprise. Donc, ça veut dire que vous pouvez mettre même sur place 2 à 3 entreprises et trouver des personnes compétentes et leur dire de manager le projet. Vous pouvez être dans votre propre activité, là où vous êtes fort, bâtir une entreprise et donner d'autres personnes à gérer ça. Donc pour moi, c'est forcément être un entrepreneur si on a ses propres activités et parallèlement on déroule d'autres activités. Mais l'important c'est que ça réussisse et que ça puisse générer des chiffres d'affaires, des résultats. Et pour cela, il faudra mettre des personnes qu'il faut, aux places qu'il faut et qui puissent jouer ce rôle que vous pouvez jouer si vous étiez là. À mon avis, c'est ça. Ouais. Et justement, ça m'amène à une autre question, le fait de créer quelque chose, une entreprise, une structure, et ensuite de laisser piloter peut-être par d'autres personnes. Est-ce que, Fatih, vous avez cette facilité à déléguer souvent ou est-ce que c'est difficile de déléguer les responsabilités quand on a son entreprise? Alors, je pense que quand on a son entreprise, tout dépend en fait du personnel avec lequel on va travailler, de l'équipe, du staff qui va nous accompagner dans ce sens-là. C'est-à-dire que lorsqu'on a cette assise et qu'on est certain, qu'on connaît notre équipe et qu'on sait avec qui on travaille, on connaît la manière dont les personnes travaillent, le but, c'est, comme il a dit Suleiman, le but, c'est pouvoir déléguer. Un entrepreneur, il est au top de son assise, il peut déléguer sans aucun problème. Maintenant, ce qui est différent pour nous et ce qui a été compliqué pour nous, c'est que nous, en 1 an, on a eu du mal encore à trouver la bonne équipe. C'est-à-dire qu'on n'était pas encore assez entourés comme nous, en fait, on voulait l'être, en fait. Du coup, ça a été très, très difficile, je vous dis carrément même impossible de pouvoir déléguer et de pouvoir les laisser faire seuls. Mais avec le temps, nous, c'est ce qu'on souhaite. Avec le temps, c'est pouvoir un petit peu partir en week-end ou autre, profiter un petit peu. Parce que ça fait 2 ans, on n'a pas eu de repos. Ça fait 2 ans, on n'a pas pu prendre de vacances. Ça fait 2 ans qu'on est 24 heures sur 24 au restaurant, en train de superviser, en train de regarder tout ce qui se passe. Pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas encore possible pour nous. Mais voilà, le but, la finalité, c'est que ce soit possible. Dans le futur. Ouais. Et oui, les sacrifices. Écoutez, on arrive à la fin de notre belle émission. Avant de vous remercier tous les deux, j'aimerais que vous laissiez peut-être un dernier message à des jeunes qui nous écoutent et puis qui, eux, ont cette envie de se lancer en entrepreneuriat, mais peut-être ont des réticences. Qu'est-ce que vous leur direz? C'est de ne pas hésiter. En fait, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, pour moi, n'hésitez pas, allez-y. Et soyez prêts à connaître l'échec, à découvrir l'échec. Il n'y a personne qui réussit dans l'entrepreneuriat sans pourtant connaître l'échec. C'est impossible. Et aussi, il faudra être vraiment passionné par ce qu'on est en train de faire et se faire entourer par de bonnes personnes. Moi, c'est les conseils que je donne. Les conseils clés. Et vous, Fatih? Oui, moi, c'est un message aussi un petit peu ciblé à toutes les personnes toutes les personnes de la diaspora aussi, qui souhaitent venir investir ici au Sénégal. Et dans toute l'Afrique subsaharienne, c'est de ne pas lâcher le combat, c'est de ne pas être freiné ou ralenti par de la paperasse administrative ou autres qui peuvent vraiment, vraiment freiner. Il faut savoir que chaque année, il y a des milliards de dollars qui sont envoyés ici dans les pays d'Afrique. Maintenant, il faut qu'on puisse savoir quoi faire avec tout cet argent. Maintenant, savoir quoi faire, c'est permettre à certaines personnes de travailler en créant des structures qui va leur permettre de pouvoir travailler en développant notre pays. Parce que là, on est dans un contexte économique qui est assez favorable ici au niveau du Sénégal. Et comme mon mari il dit souvent, il dit qu'il ne faut pas rater le train. Vraiment, il ne faut pas rater le train, il faut monter dans le train. Ça va être difficile, c'est difficile parce que on a une culture aussi qui est différente. Mais en même temps, on a cette double culture. Moi, ma prof de droit m'a toujours dit, Fatih, tu devras en faire 2 fois plus. Ouais, tu devras en faire 2 fois plus parce que déjà, tu es noire et tu devras en faire 2 fois plus parce que je viens de cette double culture. Vous voyez ? Donc, donc lâchez pas l'affaire, soyez bien entourés. Surtout bien entouré,
demander, poser des questions, rencontrer des gens qui sont dans le même état d'esprit que vous, qui veulent entreprendre, qui sont ici pour venir ouvrir leur business, leur commerce, etc. Mais vraiment, ne lâchez rien. Eh ben, je vous remercie tous les deux pour cet échange riche et puis je vous souhaite vraiment bonne chance dans vos entreprises et bonne continuation. Merci. Chers téléspectateurs, vous avez suivi votre émission Idées, cette émission où nous menons des débats de fond sous la bonne forme. Je suis Sophia Baye et nous vous donnons rendez-vous prochainement sur ITV.